Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast des leaders d'Afrique. Je le disais en introduction, tu es présidente du club des jeunes filles de Kolda, une région située en Haute-Casamance dans le sud du Sénégal. Tu as 23 ans et tu es étudiante en développement local. Peux-tu nous parler de cette organisation et des circonstances qui t'ont poussé à t'engager sur les thématiques de leadership, d'autonomisation et de la jeunesse pour lutter contre les violences basées sur le genre? Bonjour, Tombani. Alors, déjà, les clubs de jeunes filles, c'est une association qui est composée de beaucoup de sous-groupes dans les quartiers et villages de Kolda. Kolda, qui est une région du sud du Sénégal, une région très conservatrice et très ancrée dans les normes culturelles et traditionnelles. Les jeunes filles, surtout, n'avaient pas euh, la parole, n'avaient pas très accès aux instances de prise de décision. Les jeunes filles n'avaient pas la possibilité de jouir pleinement de leurs droits et surtout de leur santé reproductive. Alors moi, personnellement, je trouvais cela injuste du moment où une de mes copines de classe qui était très brillante à l'école a dû tout arrêter pour se marier. Alors je me suis dit qu'il fallait que cela cesse. Et comme je ne pouvais pas faire un bras de fer avec les parents, j'ai essayé de proposer des rencontres intergénérationnelles avec eux pour voir vraiment c'est quoi leur problème, pourquoi ils décident de mettre fin à nos études pour le mariage, pourquoi ils décident de nous exciser, pourquoi ils décident de privilégier les garçons que les filles. Et quand on a compris, on a décidé de signer un pacte communautaire qui s'appelle le New Deal. Ce pacte est posé sur la base que les parents ne nous donneront plus en mariage avant l'âge majeur et avant qu'on ne décide de se marier. Nous ne nous forcerons plus à nous marier avec quelqu'un et nous laisserons continuer nos études ou le métier de notre rêve. Et nous, en retour, on fera en sorte de garder l'honneur qui leur poussait à nous donner un mariage très tôt, c'est-à-dire de ne pas tomber en état de grossesse à bas âge et de faire en sorte de réussir dans les études pour pouvoir intégrer le milieu de l'emploi et aider les parents parce que notre communauté est une communauté où la pauvreté et la famine est un peu, voilà, est très présente. Donc, dès l'instant que la jeune fille arrive à supporter les charges de la famille et ne tombe pas en état de grossesse au mariage, le parent n'a plus aucune raison de marier sa jeune fille. Alors, euh, nos droits pourront être respectés et on pourra continuer nos activités et notre vie pleinement. Et pour contextualiser ce que tu viens de dire, est-ce que tu pourrais nous dire quel âge avait l'amie dont tu parlais lorsqu'elle a été mariée? Elle avait 12 ans parce qu'on était en classe de sixième au collège, en première année au collège. Elle avait juste 12 ans lorsqu'elle était mariée. Et c'est 2 ans après qu'on a décidé de créer les clubs de jeunes filles, qui est un club composé de jeunes filles âgées de 10 à 24 ans. Je voulais revenir sur ce que tu disais, ce fameux New Deal. Je voudrais qu'on s'attarde dessus parce que je trouve que c'est une initiative fantastique qui a été extrêmement Mhm, productive, clairement, au vu de ce que tu as dit et au vu d'autres interventions dans lesquelles dans lesquelles je t'ai écouté. Donc, tu es à l'origine de ce pacte communautaire appelé le New Deal avec les parents des jeunes filles du club en collaboration avec, et là j'espère que je prononce correctement, mais je vais lire comme tel que c'est écrit de façon phonétique, donc les Badienougok. mhm, Euh, alors, mhm. qui sont ces femmes et pourquoi avoir choisi cette stratégie de collaboration intergénérationnelle, justement? Alors, les Badjanougor, ce sont les marraines de quartier. Et nous, dans notre communauté, dans la communauté sénégalaise, les Badjen, disons, c'est la sœur du papa. Bon, on dit Badjen Moïbay en Wolof, c'est-à-dire la petite sœur ou la grande sœur de ton papa, c'est ton papa même. Alors, comme je suis une fille, il y a beaucoup plus de facilité à discuter avec la sœur de mon père qu'avec mon père directement, qui est un homme. Alors, ces marraines de quartier-là, c'est des femmes qui ont été choisies sur des normes très sélectives pour être dans les quartiers, être des personnes ressources.
dont on aura besoin, soit pour discuter avec eux sur la santé de la reproduction, soit sur les questions d'urgence, soit sur les violences faites aux femmes et tout. Et nous, étant très jeunes et voulant mener des activités, mais pour les jeunes filles de jeune âge, parce qu'elles gèrent plus les femmes mariées que les jeunes filles, les marraines de quartier. Et nous, quand on a créé notre association, pour avoir une crédibilité et pouvoir intégrer la société, parce que nos thématiques étaient un peu sensibles, on a décidé de collaborer avec ces marraines de quartier qui faisaient déjà un travail excellent dans les quartiers et villages de Kolda. Alors, à chaque fois qu'on organisait une activité de causerie ou de mobilisation sociale, on faisait en sorte de les intégrer dans nos activités pour que déjà la mobilisation soit très facile, pour qu'on puisse accéder aux populations très facilement parce qu'elles avaient déjà leur crédibilité, mais aussi pour qu'on ait au moins une personne adulte qui nous assiste et qui nous aide à mieux utiliser les techniques de communication et d'approche aux populations et avoir le résultat attendu. Le 12 août prochain, la communauté internationale célébrera la Journée mondiale de la jeunesse afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Euh, que signifie cette journée pour toi et quelles sont les actions que tu souhaites voir menées pour permettre aux filles et aux jeunes filles de réaliser leur plein potentiel? Moi, j'aimerais plus que, par exemple, que les jeunes filles, qu'il y ait plus de politique d'autonomisation des jeunes filles. Parce que nous, dans la communauté d'où je viens, les études ne sont pas faites pour les jeunes filles. Parce qu'on dit du moment que tu sais lire et écrire, c'est amplement suffisant. Ou bien du moment que tu as un enfant, tu n'as plus ta place à l'école. Maintenant, il y a même des politiques qui nous ont permis d'être en état et de continuer ces études. Mais au début, dès l'instant que tu es enceinte, tu ne peux plus continuer tes études. Tu es exclu de l'établissement. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment qu'il y ait des politiques de réintégration des jeunes filles, soit dans les centres de formation professionnelle ou bien à l'école, pour qu'elles puissent au moins avoir un métier, avoir un diplôme qui leur permettra d'entrer dans le milieu de l'emploi, d'être autonome, de pouvoir gérer ses besoins et de pouvoir assumer ses responsabilités, avoir un emploi comme les hommes. Parce que, comme on le dit en Wolof, jigéen baax na, góor baax na. Les hommes sont bons, mais les filles aussi sont meilleures, en fait. Je ne sais pas comment ça se traduit, mais littéralement, hommes et garçons, filles et garçons sont bien. Tout le monde peut réaliser quelque chose. Alors pourquoi ne pas avoir des politiques d'autonomisation de la jeune fille et surtout les aider à avoir des formations et à pouvoir avoir leur métier et pouvoir s'autonomiser. Ton organisation fait partie des associations récipiendaires du Fonds Voix Essentielles. En quoi ce projet s'intègre-t-il à ton action et qu'est-ce qu'il apporte aux travaux que tu mènes auprès justement des jeunes filles, notamment en matière d'autonomisation des jeunes filles et de lutte contre les violences basées? Voilà, Voix essentielle aujourd'hui est une poursuite de nos activités parce que au-delà aujourd'hui de ce financement, Voix essentielle vise à autonomiser les jeunes filles, vise à soutenir les organisations qui sont là pour lutter pour les droits des jeunes filles. Et nous, à notre niveau, on a toujours eu ces activités de plaidoyer, discuter avec les parents pour que nous puissions continuer nos études, discuter avec les parents pour pouvoir travailler, discuter avec les parents pour ne pas être donné à un mariage très tôt. Et ces financements aujourd'hui nous ont permis de former 125 jeunes filles, soit 25 jeunes filles par club, afin de leur permettre aujourd'hui de pouvoir écouler leurs matières premières qu'elles ont eu à cultiver durant les vacances et de pouvoir aussi avoir l'apport financier, c'est-à-dire de ne pas aller demander de l'argent à un jeune garçon qui profiterait de l'occasion, ou bien de se dire je ne vais plus à l'école parce que je n'ai pas les moyens de me payer les études. Mais avec leurs activités des vacances qu'elles font, leurs activités saisonnières et cette formation, elles pourront même, durant l'école, durant les week-ends, pouvoir mener des activités de transformation et écouler leurs marchandises et gagner de l'argent avant d'avoir l'âge pour intégrer le milieu de l'emploi, proprement dit. Et à titre personnel,
aurais-tu un message ou as-tu un message pour les filles et les jeunes filles qui nous écoutent? Moi, je dirais aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles de ma communauté, de ne pas baisser les bras parce que 10 ans avant, on n'avait même pas la possibilité de parler dans une radio, de parler de nos droits. Moi, la première émission que j'ai animée en 2012, lorsque j'ai commencé à l'animer, quelqu'un m'a appelé en direct sur les ondes pour m'insulter, pour me dire de très gros mots parce que je parlais de la sexualité, des rapports sexuels, des risques de rapports sexuels précoces. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui m'invitent dans leur village pour faire des causeries avec les jeunes sur aujourd'hui les cycles menstruels, sur les risques, sur les contraceptions et autres. Donc, je dirais qu'il y a eu un grand changement. Donc, si nous, nous sommes parvenus à réussir cela, donc cette génération pourra réussir plus que ce que nous avons réussi. Donc, de ne pas baisser les bras et de se dire, je suis dans une communauté conservatrice, donc voilà, je baisse les bras, je laisse qu'on décide de mon sort, je laisse qu'on décide de mon avenir, je laisse qu'on décide de ce que je devrais faire ou bien de comment je devrais le faire. Ce qu'on doit faire, c'est de ne pas aller en bras de fer avec nos parents, mais plutôt de discuter avec eux, de leur faire comprendre que nous ne sommes pas contre la culture, mais nous sommes contre certaines pratiques de la culture qui nuisent à notre santé et à notre épanouissement. Et avant de conclure notre conversation, euh, je suis très très admirative de la maturité dont tu as fait preuve en abordant ces questions finalement avec les adultes de ta communauté et clairement, comme on le disait au début, le dialogue a été productif puisque tu vois aujourd'hui de vrais effets positifs au niveau de la société. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que dès le départ, tu as compris qu'il fallait qu'il fallait aborder le problème sous cet angle-là et pas forcément aller au conflit en fait, parce qu'en général, en plus, quand on a quand on est plus jeune, quand on a un écart d'âge, etc. Généralement, on a tendance à vouloir avoir plutôt une altercation plus directe. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as abordé les choses de façon différente? Mais vous savez, à la base, je suis allée directement en guerre avec eux parce que je commençais mes communications avec la loi a dit, la loi interdit, la loi promet une peine de 10 ans, vous voyez, et on me répondait tout le temps que nous ne... Mais bon, on est au Sénégal, c'est au Sénégal que c'est interdit, donc on peut aller le faire ailleurs, dans des pays comme la Guinée où ce n'était pas interdit. On peut aller exciser nos jeunes filles en Guinée. Et c'est en Guinée qu'on l'a fait, donc qui le saurait? Ou bien exciser la jeune fille dès le berceau. Qui saurait qu'on a excisé nos jeunes filles? Et quand on a compris que les menaces ne réussissaient pas, ou bien quand on faisait nos plaidoyers et qu'on parlait plus de menaces, plus de punitions, on remarquait que les personnes ne nous écoutaient plus. Elles préféraient quitter ou être là dans un long débat où on est obligé de se séparer en désaccord. J'ai commencé là, je me suis dit, mais non, ça ne passe pas. Déjà, moi, je suis jeune, j'ai une langue très pendue, et si je commence comme ça, je ne vais pas réussir. J'ai essayé d'intégrer un théâtre forum. Et j'ai remarqué que le théâtre forum, avec les gestes, les paroles en chœur et tout, ça réussissait, les gens applaudissaient. Ça émerveillait, mais ça donnait aussi une leçon de morale que les gens retenaient. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette technique? Faire du théâtre, discuter avec les parents, aller du jeu, ou bien, je ne sais pas, essayer de les retrouver dans leur logique et de pouvoir aujourd'hui discuter avec eux sans les heurter, de leur faire comprendre certaines choses. Et au fur et à mesure, avec le théâtre, les sketchs, j'ai eu avec le centre conseil ado, nous avons eu des dons de boîtes à images où on montrait réellement les conséquences de certains actes avec des images très claires dont on n'a même pas besoin de lire pour comprendre. Des vidéos, de petites vidéos où il y a les illustrations, soit des conséquences de mutilation, des conséquences de grossesse précoce et autres.
Alors, on a commencé à utiliser ces boîtes à images dans les communautés, à discuter, à profiter de chaque zone de discussion, c'est-à-dire chez les mécaniciens, chez les parents, sous l'arbre à palabre, de profiter de chaque instant pour leur parler en tant que fille, pas en tant que agent de centre conseil ado ou membre de club, mais en tant que Sylvie, leur fille, qui leur parle et qui leur montre certaines choses. Les parents ne sont pas fous et on sait qu'ils nous aident. Ils pensent que leur pratique est meilleure pour nous, c'est pourquoi ils le font. Mais dès qu'ils ont compris que certaines pratiques sont néfastes, ils commencent à l'arrêter, même si d'autres persistent. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Des parents qui n'étaient pas du tout d'avis que, que les jeunes filles ne soient pas mariées avant 15 ans. Ce sont même ces parents qui nous demandent à intégrer leurs enfants dans les clubs de jeunes filles. On remarque aujourd'hui que beaucoup de nos marraines de quartier sont des anciennes exciseuses. On a une association d'anciennes exciseuses qui nous soutiennent, nous, dans nos activités de plaidoyer. Les imams et les oulémas, les religieux, sont, dans nos, sont tout le temps invités dans nos activités, qui nous soutiennent et qui, aujourd'hui, sont cette force du côté de la religion. Quand les gens prennent l'excuse de la religion, eux, ils sont là pour clarifier les concepts et nous dire non, l'excision n'a jamais été quelque chose qui a une recommandation de la religion, par exemple. Non, le mariage d'enfants n'a pas été une recommandation de la religion, comme le dit. On a aussi des notables de quartier, des chefs de village qui jurent que s'ils voient un cas de mariage précoce, qu'ils iraient dénoncer. Et dans ces communautés, ce sont ces personnes-là qui sont les personnes ressources, les chefs de quartier, les chefs de village, les imams et les oulémas. Et c'est à travers nos discussions, petit à petit, qu'on a pu comprendre les techniques qu'il faut aborder. Et aujourd'hui, on se rend compte que la meilleure façon, c'était le dialogue intergénérationnel, pas le bras de fer ou les menaces. Tu t'adresses à la jeunesse. Dans quelle mesure tu parlais de théâtre, donc de choses très créatives et finalement qui sortent de la communication traditionnelle, en tout cas telle qu'on l'entend au niveau des politiques gouvernementales. Est-ce que les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans la communication de ton association? Bien sûr, bien sûr. On a une chaîne YouTube, et une page Facebook qui ne fonctionne pas dernièrement dû aux problèmes techniques, mais à chaque activité, parce que chaque mercredi, on a des rencontres qu'on fait au Centre Conseil Ado, qui est l'institution tutelle de notre club. À chaque activité, on fait de petites sketchs ou de petites vidéos par thématique où l'on explique aujourd'hui soit les conséquences d'une telle, du mariage, les conséquences de tel, ou bien l'avantage de nos activités et autres. On essaie de les démultiplier dans nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et sur WhatsApp surtout, parce que déjà, nous, notre cible, c'est beaucoup plus la jeunesse, après les parents. Alors, et on sait que notre cible est sur les réseaux sociaux. On essaie de faire des activités de Twitter aussi sur les réseaux sociaux et on essaie de faire des émissions radio en live, des émissions radio live avec Parole aux jeunes, où on choisit des thématiques qui intéressent vraiment la jeunesse, mais aussi que les parents pourront écouter et nous accompagner. Merci beaucoup Sylvie Diac pour ta participation à ce 3e épisode de la série Leader d'Afrique. Avant de nous séparer, est-ce que tu pourrais juste partager avec notre audience les contacts de ton association, que ce soit site internet, un numéro de téléphone éventuellement, un email, bref, la meilleure façon de rentrer en contact avec toi si quelqu'un dans notre audience souhaite le faire pour soutenir ton action. Pour joindre les clubs de jeunes filles, nous avons une page Facebook, les clubs de jeunes filles de Kolda / Centre Ado Kolda. Club de jeunes filles leaders de Kolda / Centre Conseil Ado Kolda, ou me joindre directement sur ma page Facebook Sylvie Diac. Sylvie Diac, et mon numéro de téléphone c'est le +221 78 340 38 29, ou mon adresse email sylviediac@gmail.com. Un grand merci. C'est bon. Merci.
À bientôt, Sylvie. Au revoir. Continuez.